BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. François Filiatre. Bonjour Cédric. Vous êtes ici, vous n'êtes donc pas en grève. Écoutez Cédric, ça me paraît plutôt relativement normal. Pourquoi ? Parce que le concept de faire grève, c'est de mener une action pour faire entendre sa voix. Sachant que je suis censé venir vous retrouver ici toutes les semaines pour pousser un coup de gueule, ça me paraît peu justifié pour moi de faire grève, surtout si l'ambition c'est juste de me faire entendre. Bon, donc on parlera pas de grève. Si on aurait pu parce qu'en fait les épargnants, eux, ça fait bientôt 3 ans qu'ils la font la grève. En témoigne l'évolution des collectes sur les différents placements. Alors non, contrairement à ce que l'on raconte, le placement préféré des Français, ce n'est pas le livret A ou l'assurance vie. Non, c'est le dépôt à vue non rémunéré et ça fait 3 ans que ça dure. Alors juste quand... J'avais mon micro. Le dépôt à vue non rémunéré, c'est le compte courant, pour parler exactement, simple. Voilà. Exactement. Et alors, juste quand même quelques chiffres pour avoir conscience de l'ampleur du sujet. Cédric, savez-vous quelle est la collecte des livrets bancaires fiscalisés, bref, ce qu'on appelait auparavant les super livrets, sur les 3 dernières années ? Non. Rien du tout ? Non. Alors, livret bancaire fiscalisé, c'est 17 milliards d'euros. La collecte du PEL, Guillaume, vous qui écrivez des livres et qui connaissez tous les chiffres, vous la connaissez ? Non, j'ai oublié. Ok, 34 milliards pour le PEL sur les 3 dernières années. Cédric, la collecte du livret A et de son petit cousin, le livret de développement durable et, paraît-il, solidaire, même si personne s'en est rendu compte, c'est combien ? Moins que le PEL. Allez, gagné, vous avez effectivement au cours des 3 dernières années, la collecte nette du livret A et du LDDS s'est établie à 2 milliards. Il ne faut d'ailleurs pas qu'on nous raconte des balivernes prétextant que ça pose problème au financement de l'économie. Allez, on continue notre jeu, Cédric. L'assurance vie, vous diriez combien ? 1000 milliards ? 1000 milliards de collecte ? Non, vous exagérez là. Non. 100 milliards. 100 milliards. Allez, perdu. En combien de temps ? Non, 1000, oui, non, je confondais avec les encours, pardon. 100 milliards. Vous avez perdu au cours des 3 dernières années la collecte nette de l'assurance vie, c'est-à-dire la différence entre les sommes qui ont été versées par les souscripteurs et les rachats, les retraits ou les prestations qui ont été payées par les assureurs. Eh bien, c'est 48 milliards. Bref, vous vous êtes seulement trompé de moitié. Cela dit, je suis d'accord avec vous, c'est quand même plus que les autres placements évoqués. Bon, et les dépôts à vue, ils ont fait combien alors ? Ils ont fait plus ? Eh bien, écoutez, accrochez-vous, soyez bien assis dans votre fauteuil, histoire de ne pas tomber à la renverse. Sur les 3 dernières années, les dépôts à vue non rémunérés, les comptes courants, comme nous a dit il y a de cela quelques instants Guillaume, eh bien, ils ont vu leur montant augmenter de 105 milliards. Plus de 2 fois l'assurance vie. Plus que la somme de l'assurance vie, du livret A, du livret de développement durable et solidaire, du PEL et des livrets bancaires fiscalisés. Rendez-vous compte, politiques et intermédiaires gesticulent pour que les Français mettent leur argent, où ça ? Au travail. Et que font les épargnants ? La sourde oreille. Mon pognon, eh bien, je vais le laisser chômer sur mon compte courant. Certains pourraient presque accuser les épargnants d'être fonctionnaires. Alors en fait, il faut avoir conscience du message. C'est comme si votre conjoint soudain décidait de quitter le foyer familial. Naturellement, vous le prenez mal, donc vous vous interrogez, vous lui posez des questions. La première, c'est naturellement: tu as trouvé quelqu'un d'autre? Et là, vous avez droit à la réponse suivante: non, il n'y a personne d'autre, mais tu m'ennuies tellement. Bon, ça c'est la grève des épargnants vue par Jean-François Filiatre. Ça risque de durer ou la grève va-t-elle être reconduite ? Écoutez, je vais être honnête avec vous, je pense qu'on est déjà très mal barré. Pourquoi ? Parce que je le disais en introduction, la logique de la grève, c'est d'être entendu. Manque de chance, les pouvoirs publics n'ont pas l'air d'avoir entendu grand-chose, convaincus qu'ils sont que finalement on peut être capable de faire boire un âne qui n'a pas soif par le seul effet de la loi. Politiques et industriels de la finance sont globalement totalement hermétique aux remontées du terrain. Pourquoi est-ce qu'il y a cette incompréhension ? Eh bien, je vais vous faire une confidence, l'explication, je l'ai trouvée cette semaine, puisque c'était la semaine de la francophonie, et ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que le premier problème vient peut-être de l'usage de la langue. Aux épargnants, on leur parle mal. Mais on leur parle mal en termes de vocabulaire ou parce que c'est trop compliqué ? Ah ben tiens, j'ai regardé ma boîte mail pour voir l'un des derniers communiqués de presse que j'ai reçu. Alors aujourd'hui d'ailleurs, toutes ces informations-là, elles sont à peu près disponibles à tout le monde sur le web. Et qu'est-ce que je lis ? Je lis voilà, le stratégique bêta estompe la frontière
entre ETF, Investment Grade et High Yield. Alors j'en ai parlé à ma copine Choupinette, et ben vous savez ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, bêta, c'est moi qui dois l'être. Allez, arrête de me parler de tes histoires de placement, c'est littéralement incompréhensible. Ça veut dire quoi, incompréhensible? Parce qu'il faut faire la chasse à ces anglicismes, c'est pour ça que vous le raccrochez à la francophonie? Eh bien écoutez, ce serait all good, tout bon, défenseur du droit des épargnants. Sérieusement, on file de l'anglais partout. Est-ce que ça facilite la compréhension? Alors dans notre jeunesse, Cédric, il y avait des introductions en bourse. Eh bien maintenant, il y a des IPO pour Initial Public Offering. Franchement, les introductions en bourse, c'était pas plus sexy? Bon, donc il faut faire Jacques Toubon et tout dire en français? Ben oui, ça serait déjà pas mal d'essayer de traduire, ça nous donnerait une occasion de décrypter, mais gare toutefois à utiliser les mots justes. C'est-à-dire, il y a des traductions qui sont mal faites. Ben, je sais pas, tiens, on prend un exemple. Repartons de notre communiqué de presse de tout à l'heure. On nous parle de high yield. Bon. Cédric, vous qui êtes fluent in English, Oh là là, carrément. vous traduiriez comment? Au rendement. High, c'est haut et yield, c'est rendement. Parfait. D'ailleurs, au passage, ça fait pas totalement nul de dire haut rendement plutôt Oui, que c'est de pas dire plus moche. high yield. Mais bon, on garde en tête que vous avez traduit le mot anglais yield par le mot français rendement. Eh bien, voyez-vous, pour parler de performance, les anglo-saxons, ils ont un autre terme. Lequel? Ils ont le return, je crois. Le return, exactement. Le return, c'est la performance globale. C'est le gain en capital augmenté des revenus que l'on a perçus. Alors, le yield, c'est le rendement. Combien on touche? Eh bien, voyez-vous, en France, cette subtilité, elle n'existe pas. Tout est rendement. Le hic, c'est qu'en fait, à l'école, on nous a appris que le rendement, c'était un rapport. Un rapport entre ce que l'on touche d'un côté et ce que l'on a investi de l'autre. Et d'ailleurs, souvent, il y a une notion de saisonnalité, voire de régularité. Alors, je prends des exemples. On nous dit le rendement immobilier. C'est combien vous touchez de loyer comparé au montant de votre investissement. Le rendement agricole, c'est combien on sort de quintaux à l'hectare. Mais que dire du rendement en viticulture? C'est combien on sort d'hectolitres comparé à la superficie de la vigne. Alors, soyons francs. Le rendement, c'est un terme de rentier, à la différence de la performance qui a une approche beaucoup plus large. Eh bien, voyez-vous, chez nous, on n'a qu'un seul terme, on fout du rendement partout. Faut pas donc s'étonner que les Français ne s'intéressent qu'aux produits de taux. Bon, donc, on fait la chasse aux anglicismes. Quelle autre recommandation? La chasse aux sigles, la chasse aux sigles. Tiens, allez, qu'est-ce qu'un CIF pour vous? C'est pas un produit à récurer, vous recommandez ça? C'est un conseiller en investissement financier. Exactement, mais seulement, voyez là, pas toujours. Dans certains établissements, par exemple chez BNP Paribas, c'est un compte d'instruments financiers. Imaginez donc le risque de méprise. Si demain, sur marché gagnant, je vous donne comme conseil de casser son CIF. Bon, il faut reconnaître que ces sigles, ces acronymes sont devenus de plus en plus fréquents. Ouais. Oui, et puis il y a un autre problème. Tiens, on va continuer avec nos sigles. Parlons du PEA-PME, qui est un échec. Si je vous demande de me dire ce que veut dire PEA-PME, vous me répondez quoi? Bah, c'est le plan d'épargne en action spécialisé dans les petites et moyennes entreprises. Parfait. Et quel titre peut-on mettre sur un PEA-PME? Des actions de petites et moyennes entreprises, non? Oui, mais en fait, d'ores et déjà, on peut y mettre certaines obligations. Oui, comment d'accord. donc expliquer aux Français les différences entre les deux formules, actions et obligations, si on utilise le même terme pour les appeler? J'ai un autre exemple, tiens. De quelle garantie disposez-vous sur une assurance vie si vous investissez à 100% sur ce que l'on appelle, avec ce terme absolument abominable, des unités de compte? A priori, il n'y a pas de garantie. A priori, pas de garantie si vous n'avez pas de garantie de plancher. Mais qu'est-ce qu'elle va en conclure, Choupinette? Eh bien, Choupinette, elle va en conclure qu'on lui vend une assurance qui n'assure rien. Autre exemple, tiens, la semaine prochaine, c'est la semaine de l'épargne salariale. Alors, on va vous faire de la pédagogie et on va vous dire que l'épargne salariale comprend de multiples formules, dont la participation et l'intéressement. Sur la participation, pouvez-vous toucher votre argent comme si c'est du salaire? Oui, ça a été simplifié, ça. C'est comme l'intéressement. Voilà. Ben, vous êtes un expert. Le seul problème, c'est que Choupinette, elle trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle a deux systèmes et dans les deux cas, soit elle touche, soit elle met de côté. Et pour elle, c'est pareil. Manque de bol, ça ne porte pas le même nom. Et puis, d'ailleurs, pourquoi appeler ça de l'épargne alors qu'on peut ne pas épargner cet argent? J'ai un peu tendance à dire que c'est l'art consommé, histoire que les Français n'y comprennent que dalle, d'appeler un chat un chien. Bon,
En conclusion, Jean-François, sur tout ce monde effectivement difficile à faire comprendre à l'épargnant lambda qui s'intéresse pas tant que ça à son capital. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Un financier m'a dit récemment, l'ambition, c'est d'aider le client en fonction de son profil pour lui permettre de s'y retrouver dans les méandres des marchés, de la réglementation et de contribuer à un meilleur financement de l'économie. Choupinette, elle m'a dit, les commerciaux, ils font tout pour nous embrouiller, pour nous prendre le maximum de frais en nous en donnant le moins possible. Eh bien, en appliquant la théorie du chat et du chien, voyez-vous, je me suis rendu compte qu'ils disaient exactement la même chose.